pour expliquer le réchauffement climatique, n'en déplaise à Claude Allègre ou à d'autres personnes. Donc les trois graphiques que vous avez ici, à chaque fois vous avez la même courbe que la courbe rouge, qui est l'observation. Donc pour nous, c'est en quelque sorte la vérité, c'est ce qu'on a observé en termes de changement climatique. Donc la courbe rouge est toujours la même, c'est celle que je vous ai montrée tout au début, comment est-ce que le climat s'est réchauffé depuis 2 siècles, en moyenne sur Terre. Et vous avez trois graphiques avec une courbe grise, qui est la courbe produite par les modèles. Donc on a fait tourner les modèles climatiques, et on a fait tourner les modèles climatiques en testant 3 hypothèses. La première hypothèse, je fais varier le climat uniquement avec des causes naturelles. J'en connais plein, les volcans, les cycles astronomiques, l'activité solaire, bon, etc. On a comme ça toute une série de paramètres naturels dont on sait qu'ils ont fait varier le climat par le passé. Et donc je fais tourner mes modèles en disant bah, reconstitue-moi la température moyenne du globe depuis 2 siècles et comparons les deux courbes. Vous verrez, vous voyez ici que la courbe grise et la courbe rouge ne se suivent pas. Conclusion, aucun des facteurs naturels d'évolution du climat connus n'explique le réchauffement climatique observé depuis 2 siècles. Deuxième expérience, je reprends mes modèles, les mêmes, je change cette fois-ci d'hypothèse et je fais varier les gaz à effet de serre. Donc j'intègre dans les modèles les causes anthropiques du changement climatique. Et je fais tourner sur la même période et j'obtiens une nouvelle courbe grise beaucoup plus parallèle à la courbe rouge que la précédente. Ça marche pas trop mal et notamment on voit bien qu'à la fin, le réchauffement, donc la dernière période, observé colle bien avec ce que disent les modèles. Et puis je reprends les mêmes modèles et je les fais tourner en croisant, en mettant dedans, en quelque sorte, facteurs naturels et facteurs anthropiques. Et les deux courbes rouges et grises sont parallèles. Conclusion, dans l'état actuel de nos connaissances, on peut toujours dire qu'il y a des trucs qu'on ne sait pas, évidemment il y a plein de choses qu'on ne sait pas, mais dans l'état actuel de nos connaissances, le changement climatique contemporain s'explique avant tout par les activités humaines. Donc une fois qu'on sait ça, on peut construire des tableaux très compliqués comme celui-là pour dire, bon maintenant que je sais qu'est-ce qui fait varier le climat, comment est-ce qu'il va évoluer dans le futur? Et donc je peux faire des scénarios, je peux utiliser ce qu'on appelle des RCP, donc des choses qui vont me prévoir quelle sera la quantité de gaz à effet de serre dans le futur, et à partir de cela, quelles seront les conséquences en termes de climat. Donc c'est les fameux scénarios du GIEC, le groupe intergouvernemental des experts sur le changement climatique, qui vous parle de RCP 2.6, 8.5, en gros des hypothèses optimistes. Les concentrations de gaz à effet de serre dans le futur ne seront pas très élevées, pas très différentes de l'actuel, et donc on aura une élévation de température de l'ordre de 1 degré. Ou au contraire, les concentrations en gaz à effet de serre seront beaucoup plus importantes, 1360, enfin bon, peu importe les chiffres, et on aura une élévation des températures qui sera de l'ordre de 4, 5, peut-être 6 degrés. Donc hypothèses optimistes, pessimistes, qui sont les scénarios RCP utilisés par le GIEC. Le GIEC ne dit pas c'est ça qui va se passer, c'est ça qui va se passer. Il dit juste voilà des hypothèses de ce que serait le climat dans le futur si on continue à émettre cette quantité de gaz à effet de serre ou si on réduit les émissions de gaz à effet de serre. Donc ce qui nous permet de simuler le climat sur le futur. Voilà, et donc les 30 et quelques modèles qui existent dans le monde des centres de recherche vous produisent des cartes, des quantités faramineuses de cartes. Donc je vous donne un exemple ici de qu'est-ce que sera le climat futur sur le globe. C'est un scénario intermédiaire, c'est la fin du siècle. Et ce que je veux juste vous montrer ici, vous voyez rien, c'est normal. Vous voyez juste que c'est orange et que c'est rouge. Quel que soit le modèle, à la fin du siècle, dans ce scénario-là, quasiment tous, une ou deux exceptions près, vous donnent une augmentation de la température, par certains un peu plus que d'autres, parce qu'il y a des réglages des modèles sur lesquels je ne vais pas m'appesantir, mais vous avez, pas trop vite la France, vous avez donc ces modèles qui vous montrent partout un réchauffement climatique plus ou moins marqué, avec des différences. C'est comme ça qu'on va quantifier l'incertitude que l'on a sur le changement climatique. Évidemment, il y a toujours une fourchette qui est donnée, puisque on ne peut pas dire que c'est tel modèle qui a raison, plutôt qu'un autre. Donc concrètement, sur le changement climatique futur, à court terme, sur le globe, on va continuer à gagner 2-3 dixièmes de degrés par décennie, indépendamment du scénario. Donc ici, vous avez le scénario le plus pessimiste
en haut et le plus optimiste en bas. Sur la première colonne, les 4 cartes ont l'air d'être quasiment les mêmes. Donc à court terme, quel que soit le scénario, le climat va continuer à se réchauffer. Par contre, à moyen terme, donc si je vais en fin de siècle, en fonction du scénario, optimiste ou pessimiste, j'aurai un impact sur le climat, en termes de réchauffement climatique, bien plus important. Donc, à l'heure actuelle, on est sur cette trajectoire-là. C'est-à-dire que quand je prends les émissions de gaz à effet de serre, et le fait qu'en gros, elles n'ont pas commencé à baisser de façon très significative sur les dernières années, on est toujours sur la trajectoire pessimiste du scénario 8.5. Et vous savez que le GIEC essaie de ramener vers des scénarios plus raisonnables, limitant à 2 degrés l'augmentation des températures, entre les scénarios 2.6 et 4.5. Alors, Madame la maire, je dis souvent, pour les élus, c'est quelque chose qui est assez compliqué, puisque finalement, dans mon mandat ou dans le mandat qui vient, quoi que je fasse, ça ne changera rien. C'est vrai. L'action que l'on a, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, à court terme, n'aura pas d'incidence, quel que soit le scénario. En revanche, à moyen ou à long terme, les décisions que nous ne prenons pas maintenant pour infléchir la courbe se traduiront par des différences très significatives. C'est-à-dire pour nos enfants, enfin pour moi je dirais plutôt pour mes petits-enfants, les conséquences seront effectivement très différentes en fonction du fait qu'on prendra des décisions importantes pour infléchir cette courbe ou pas. Ok, donc c'était les cartes globales. On a maintenant la possibilité, je vais progressivement zoomer sur la France de l'Ouest et sur la région. Donc si vous entrez sur le site de Météo France, si vous entrez sur les sites des différentes équipes qui travaillent sur ce changement climatique, on est en mesure de produire des cartes de ce que sera le climat futur en fonction de différents scénarios, donc les fameux RCP dont je vous parlais tout à l'heure, les scénarios moyens, les scénarios optimistes ou pessimistes, donc plus c'est rouge, plus ça se réchauffe, donc c'est les cartes de température qui vous sont données ici en haut, et ici des cartes de précipitation, vous voyez tout de suite la différence. Quel que soit le scénario, quelle que soit l'échéance, c'est toujours rouge en haut. Donc de toute façon, ça va continuer à se réchauffer. Par contre, si je regarde les cartes du bas qui sont les précipitations, rouge, diminution, bleu, augmentation, et bien ça dépend. Pour les précipitations, on a un signal qui est beaucoup plus contradictoire selon le scénario, selon l'échéance. Parfois une augmentation, parfois une diminution des précipitations. Et c'est encore pire si on zoome sur la saison, où on a aussi des exemples assez différents, on va le voir après, sur les travaux qu'on a fait sur la région ici. Donc on peut projeter ce que sera le climat dans le futur, pas uniquement en termes de moyenne, mais regarder ce que seront les jours de gel, ce que seront les jours chauds, exactement la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure, qui était l'observation, donc ce qu'on a déjà vécu, et ce qui risque d'arriver dans le futur. Donc ici je vous ai mis Brest et Rennes par exemple, où on regarde le nombre de jours chauds, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais à l'heure actuelle, à Brest comme à Rennes, c'est à peu près, on a le même nombre de jours chauds, le même nombre de jours de gel. C'est-à-dire que chaque année, alors à Brest c'est autour de 20, en moyenne à Brest vous avez 20 jours de gel et 20 jours chauds, et en moyenne à Rennes vous avez 40 jours de gel et 40 jours chauds. C'est facile à se souvenir. Ça varie plus à Rennes parce que c'est plus continental, Brest est plus près de la mer, donc ça c'est logique. Et donc les deux cours vous montrent comment les choses vont évoluer dans le futur. Comment est-ce que, dans le cas d'un scénario intermédiaire, le nombre de jours de gel va fortement diminuer à Rennes comme à Brest, et le nombre de jours chauds va très fortement augmenter dans le futur. Donc ce qui est aujourd'hui à la même fréquence, la probabilité d'avoir un jour chaud, d'avoir un jour de gel à Brest et à Rennes aujourd'hui est la même. Dans le futur, ce ne sera pas du tout comme ça, avec une fréquence 3-4 fois plus forte d'avoir un jour chaud que d'avoir un jour de gel. Alors ça, évidemment, quand on va transposer ça à la production agricole, ça va poser problème. Il y a une autre chose qui va poser problème, je ne sais pas si vous arrivez à voir ici ce qui se passe. Donc ici, vous avez l'année 2000, l'année 2100. Et donc ça, c'est le modèle qui nous dit qu'il y aura des années avec plus de gel, moins de gel. Et donc on a une tendance à la diminution. Mais regardez ce qui se passe. Le modèle nous prédit, alors c'est pas du tout ce qui va se passer, mais le modèle simule des années en fin de siècle où on aura un nombre de jours de gel aussi important que ce qu'on a maintenant. Donc le gel ne va pas disparaître. Il sera moins fréquent. En termes de risque pour l'agriculture, ça veut dire qu'il ne faut pas s'imaginer qu'on va faire des cultures tropicales, parce qu'on aura toujours un risque de gel et un nombre parfois de jours de gel par an qui restera important. Ça, c'est important, puisque même si on va le voir après, la végétation va pouvoir être plus précoce, etc., elle ne sera pas non plus complètement protégée ou à l'abri
d'événements extrêmes de type gel intense ou nombre de jours importants avec du gel observé sur la région. Donc je vais maintenant rentrer dans le détail de deux études qu'on a faites ici dans la région, de façon à rendre les choses un petit peu plus concrètes. Une étude qu'on a menée sur les pommiers, ici, dans les vergers du parc, et puis des choses qu'on a faites également sur la sécheresse en Bretagne et en Basse-Normandie. Ici, je vous ai mis, juste pour vous rappeler que ce que je vais vous présenter maintenant sur la Bretagne, c'est pareil ailleurs en France. Je vous ai mis ici, par exemple, les dates de vendange de Châteauneuf-du-Pape. Donc on voit que dans cette région des Côtes-du-Rhône, on récoltait le raisin fin septembre après la guerre. Et aujourd'hui, on est rendu mi, voire début septembre. Donc on a ailleurs une avancée des stades pédologiques qui est assez spectaculaire. Et donc là, le fait que la vigne se développe plus rapidement, parce que le climat est globalement plus chaud, ça change pas mal les perspectives, mais ça expose davantage cette culture au gel, puisque comme il fait plus chaud, elle commence à débourrer et à se développer plus vite. Et comme le gel ne disparaît pas, eh bien une culture qui se développe plus vite va être plus sensible au gel. Donc il y a des choses qui sont parfois un petit peu contre-intuitives et paradoxales sur le changement climatique. Donc regardons plus en détail. Il faut juste que je change. Hop. Allez. Voilà, donc j'en profite pour remercier les gens qui ont participé à cette étude, donc le parc, la Fondation de France, les Mordus de la Pomme, et qui ont permis donc de réaliser cette étude où on a regardé, on s'est posé la question de savoir comment est-ce que le changement climatique pouvait se répercuter dans une région ici comme le Val de Rance en termes d'évolution de la date de floraison des pommiers. Donc quand on va commencer à travailler en agriculture, il y a plein de paramètres qu'on peut prendre en compte en termes de qualité, de rendement, etc. Donc nous, ce qu'on a regardé, c'est comment est-ce que le changement climatique pouvait avoir un impact sur les dates de floraison d'une espèce emblématique de la région, un produit qui nous donne le cidre, entre autres, et donc qui était les pommiers. Bon, vous connaissez la région, donc je ne vais pas vous représenter le climat de la région. On a travaillé avec différentes stations, on en a implanté certaines. Je vais parler ici du verger qui n'est pas très loin d'ici, à la Chapelle de l'If. Et puis des relevés météo qu'on peut faire à partir des stations qui sont disponibles ici. On a un territoire qui est intéressant du point de vue climatique, il y a la présence de la mer. Donc ça a tendance à lisser un petit peu les températures avec moins de gel à proximité de la mer, moins de températures très élevées. Donc si vous regardez en vert les relevés de cône et en bleu les relevés de 5A, on voit bien comment est-ce que les courbes vertes sont écartées. Donc quand il fait froid, il fait plus froid à l'intérieur, et quand il fait chaud, il fait plus chaud à l'intérieur. Donc il y a un gradient littoral qui est assez intéressant, on va voir que ça a des conséquences. Et puis on a également des pluies qui sont plus importantes à l'intérieur que sur la côte. Donc, ça, j'insiste pas trop. Voilà, donc cette association, les Mordus de la Pomme, nous ont fourni une information pour nous scientifiques extrêmement précieuse, qui sont leurs observations qu'ils ont commencé à faire dans les années 90, en tout cas c'est des données sur lesquelles on a pu travailler. Ils ne l'ont pas fait du tout, ils sont là quelque part, et encore une fois je veux les remercier. Ils ne l'ont pas fait du tout, j'imagine, au début pour faire des études sur le changement climatique. Mais nous, du coup, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant de savoir qu'est-ce qui va déterminer le fait que telle espèce de pommier va commencer à se développer, va fleurir, etc. Et donc comment ce phénomène-là, on peut le mettre en relation avec le climat actuel, et comment ce phénomène va pouvoir évoluer dans le futur en fonction des modèles, des scénarios climatiques. Donc là, c'était une rencontre qui était vraiment exceptionnelle pour nous, entre des gens passionnés qui faisaient des observations pour leur compte, et nous, scientifiques, on est toujours à la recherche de ces observations-là, qui sont des observations, vous avez compris, indirectes du climat, et que nous, on appelle de nos voeux pour que ces relevés-là se poursuivent dans le futur, de façon qu'on puisse continuer à travailler sur ces données climatiques.
Voilà, donc il y a eu une phase de saisie manuelle fastidieuse qui a été faite de relevé manuel et puis après de saisie informatique de ces données pour qu'après on puisse nous travailler sur ces données-là. Alors par exemple en 2018 on s'est amusé à regarder quand est-ce qu'une variété, la variété rouget de Dole, florissait. Alors je ne sais pas si vous voyez très bien, mais en gros il y a des ronds rouges ici qui vous montrent que la floraison a été un petit peu plus tardive sur le littoral et un petit peu plus précoce à l'intérieur. Ça, c'est lié au fait que quand les beaux jours arrivent à la fin du mois d'avril et au début du mois de mai, il a tendance à faire rapidement un peu plus chaud à l'intérieur et donc les pommiers ont tendance à se développer un petit peu plus vite à l'intérieur. Il n'y a pas beaucoup de différence hein, quand vous regardez, alors vous ne voyez pas du tout l'échelle ici, c'est écrit tout petit, mais il y a 3, 4, 5 jours de différence, donc c'est pas très significatif, mais on a quand même des petites différences qui apparaissent. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est comment est-ce que ça change d'une année sur l'autre. Alors ça, c'est il y a une association aussi en Bretagne qui s'appelle les Sentinelles du climat, où les gens relèvent chaque année à quelle date fleurissent tel ou tel arbre. Il faut prendre le même arbre chaque année, enfin, voilà. Et donc là, à partir des espèces qui sont à la Chapelle de Lif, là juste à côté, on a regardé chaque année depuis 1993 quand florissaient la première et la dernière, et même toutes les espèces, toutes les variétés. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des années où elles fleurissent quasiment toutes en même temps, et puis des années au contraire, on a une très grande étendue des dates de floraison. Voilà, donc si c'est juste le côté fleurs qui vous intéresse, c'est plutôt sympa d'avoir des fleurs pendant 2 mois, mais donc il y a des années où ça se passe comme ça, et puis il y a des années au contraire, toutes les espèces fleurissent en même temps, et ça c'est pour l'essentiel commandé par le climat. 2 exemples. En 2004, où on a toutes les floraisons qui sont regroupées. Et donc ça veut dire que les variétés précoces ont fleuri plus tard et que les variétés tardives ont fleuri plus tôt. Donc en fait, on a une sorte d'homogénéisation qui s'est produite du fait de l'enchaînement des types de temps de cette année-là. Donc 2004, un exemple, et puis 2014, alors là, au contraire, les dates de floraison se sont étendues sur quasiment 2 mois. Et là aussi, donc cette fois-ci, c'était les espèces précoces qui étaient encore plus précoces et les espèces tardives qui étaient encore plus tardives, essentiellement du fait de ce qui s'est passé sur le mois d'avril et sur le mois de mai. Donc on voit bien comment le climat conditionne bien cet aspect-là. Alors si je prends maintenant une seule variété, cœur de bœuf, donc dans le fameux verger, on voit comment depuis 1993, eh bien les dates fluctuent. Alors je n'ai pas rajouté la dernière année, l'observation des 2 dernières années, 2018 et 2019, mais on voit que les dates de floraison, elles s'échelonnent entre en gros le 20 avril et le 20 mai. Donc il y a un mois, et ça pour vous c'est facile d'observer aussi, si vous avez des pommiers ou des cerisiers, ça marche aussi. Vous observez les dates de floraison, on sait bien que des années ça fleurit plus tôt, des années ça fleurit plus tard. Donc c'est extrêmement variable, et ça c'est commandé par le climat. Et donc l'étude qu'on a fait a consisté simplement à faire une corrélation, une régression simple, pour voir qu'effectivement les dates de floraison, elles étaient conditionnées par le nombre de degrés accumulés au-dessus de 10 degrés depuis le 1er janvier. C'est-à-dire que c'est une opération qui est assez simple, on compte le nombre de degrés au-dessus de 10 chaque jour depuis le 1er janvier. Donc, on a fait ce qu'on appelle un cumul de degrés jour, c'est souvent utilisé en agroclimatologie, et ça permet d'expliquer assez bien, avec une assez bonne corrélation, le fait qu'en moyenne, notre cœur de bœuf, il fleurit le 5 mai, en moyenne, lorsqu'on a accumulé 312 degrés au-dessus de 10 degrés chaque jour. Donc on peut comme ça établir une relation très simple, et ça, on va pouvoir l'injecter dans le modèle climatique pour voir, ok, quand est-ce que j'atteins 300 degrés jour, et quelle température accumulée j'obtiens le 5 mai, l'année prochaine, et jusqu'en 2100. Donc l'idée de voir comment est-ce que ce paramètre, qui est pour nous le paramètre sensible de floraison du cœur de bœuf, évoluera dans le futur. Donc pour ça, Météo France a mis en place un site qui nous permet de télécharger des données, donc qui sont des données de climat futur, quotidien. Donc on a des données quotidiennes, donc finalement pour nous climatologues c'est la même chose. Avant on travaillait sur les données passées, maintenant on travaille sur les données futures qui sont produites par les modèles climatiques.
avec une résolution de 8 km. Donc comme on est dans une région où le relief n'est pas trop accentué, on est à l'intérieur des terres, on va éviter de travailler trop sur la côte, puisque là il peut y avoir quelques problèmes. Donc du coup, on a ici extrait des données pour mettre en évidence les choses suivantes. Alors ça a l'air un petit peu compliqué ici, mais si vous me suivez bien, vous allez pouvoir regarder un petit peu ensemble ce qui se passe. Donc on a ici regardé le jour, donc le 1 c'est le 1er janvier, ok, donc jusqu'au jour 150, donc c'est-à-dire entre ici 70 qui est le 11 mars et le 30 mai qui est le jour 150, le 150e jour de l'année. Entre 2006 et 2100, donc on regarde en appliquant le petit modèle que je vous ai montré tout à l'heure, à quelle date théoriquement fleurirait notre cœur de bœuf si sa floraison était uniquement dictée par ce paramètre-là. D'accord? Et on fait un scénario moyen, qui n'est pas un scénario pessimiste, qui n'est pas un scénario optimiste, qui est le scénario intermédiaire qui est proposé par le GIEC. Et puis on peut, alors les bleus et le rouge représentent deux modèles. On s'est dit qu'on a testé plusieurs modèles pour voir s'il y avait des différences. Et effectivement, il y a des petites différences entre le bleu et le rouge. Voilà, et on regarde comment évolue. Donc à l'heure actuelle, ce qu'on observe, c'est une date de floraison au jour 125, donc le 5 mai. En moyenne, c'est ce qui se passe. Et on regarde comment est-ce que ceci évoluerait en testant deux seuils. Bon, bref, je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais voilà. On est autour du 5 mai. Dans un cas, on arriverait à quelque chose qui serait autour de la fin avril, voire autour du 20 avril, ici, si je prends un autre seuil. Donc on voit que le changement climatique, dans un scénario intermédiaire, permettrait à mes dates de floraison du pommier d'être plus précoces d'une petite semaine à peu près. Scénario moyen. Par contre, si je travaille avec un scénario pessimiste, c'est-à-dire la trajectoire sur laquelle on est à l'heure actuelle, j'arrive à des choses sur ce modèle-là qui restent autour du 20 avril. Donc c'est des choses qu'on a déjà connues, donc, voilà, mais on aurait déjà pas mal d'années qui seraient plutôt autour de la fin mars. Et dans ce scénario très pessimiste, alors qui est le plus pessimiste de tous, hein, je le reconnais, mais on a voulu forcer le trait, on a des floraisons théoriques qui arriveraient à se produire dès le mois de mars, des choses qu'on n'a jamais observées, hein, puisque je vous avais vu précédemment qu'on est au mieux autour de la mi-avril. Donc le climat se serait réchauffé de façon telle que théoriquement mes pommiers pourraient commencer à fleurir dès cette époque-là. Et donc une floraison beaucoup plus précoce signifie une exposition potentielle au gel plus importante. Okay. Autre travail qu'on a mené, donc cette fois-ci avec des producteurs de maïs, donc c'était pas sur le parc ici, c'était une étude qui a été menée à l'échelle de la région, où on a appliqué des seuils un petit peu différents pour regarder les dates de récolte idéales pour le maïs. Donc là l'exemple, la courbe que je vous montre, c'est pour la région de Brest, où on a fait l'étude. Donc à l'heure actuelle, la période d'ensilage moyenne du maïs, alors ça varie d'une année sur l'autre, hein, mais on est autour de la mi-octobre à peu près, dans la région de Brest. Et on regarde en fonction des années, donc on a construit exactement comme précédemment un petit modèle qui nous permet d'expliquer quels sont les paramètres climatiques qui permettent d'anticiper la date optimale de récolte du maïs ou d'ensilage du maïs. Et avec le réchauffement climatique, on voit en fonction des scénarios, donc on va retrouver le 4.5 et le 8.5, donc le moyen et le pessimiste. On voit que potentiellement les dates d'ensilage idéales du maïs à Brest, en milieu de siècle, on sera autour de la mi-septembre, et potentiellement en fin de siècle, dans un peu plus pessimiste, on sera à la fin août. Donc une anticipation de plus d'un mois et demi de l'ensilage probable du maïs dans cette région. Donc évidemment, ça pose aussi pas mal de questions. Et pour le maïs, la température est une chose, mais vous savez que c'est aussi une plante qui est gourmande en eau. Pas trop vite. Et donc c'est le dernier point que je voulais aborder avec vous, donc, qui est le lien cette fois-ci entre changement climatique et disponibilité en eau et fréquence d'événements comme les sécheresses. Donc là je vais vous présenter plusieurs résultats de travaux qu'on a pu faire avec le centre de ressources sur l'eau en Bretagne, sur une étude qu'on a fait également pas très loin d'ici,
de l'autre côté du Couesnon, en Normandie, sur la Sélune, mais les résultats qu'on a trouvés ne sont pas très différents de ce qu'on trouverait ici, et puis des choses qu'on a faites également sur la région de Rennes, pour voir comment est-ce qu'évoluerait la fréquence des sécheresses dans le futur. Alors, la sécheresse, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant pour nous climatologues, géographes, puisqu'on va regarder à la fois la température, donc la demande en eau par l'atmosphère, qu'on appelle l'évapotranspiration, donc la quantité d'eau que consomment les plantes, et puis c'est qu'elles ont à leur disposition donc les pluies et les réserves en eau du sol. Ce qui fait que quand on parle de sécheresse, on aborde le phénomène climatique de façon très large, en tenant compte de la végétation, de la température, des précipitations, du sol, éventuellement des pratiques culturelles. Donc c'est quelque chose qui est assez intégrateur sur les territoires. Donc là aussi, sans rentrer dans les détails, on construit des modèles, on fait des moyennes sur ce que sont les précipitations sur une station qui n'a aucun intérêt ici, en termes d'évapotranspiration. Puis on va regarder cet indicateur de sécheresse qui est ici en orange. Chez nous, la sécheresse est plutôt un phénomène d'été, plus en général plus l'hiver. Cette année, il pleut bien. C'est l'époque pendant laquelle les réserves se reconstituent, donc les stocks, les nappes phréatiques, etc., les réserves du sol se reconstituent. Et puis avec l'augmentation des températures l'été, le retour de la végétation, on a progressivement un déficit qui se crée entre la quantité d'eau disponible sous forme de pluie dans le sol et la consommation en eau par les plantes. Et donc ça nous permet d'avoir un indicateur de sécheresse qu'on peut quantifier avec les observations et dont on va pouvoir regarder ce qu'elles seront dans le futur. Alors ça, c'était la moyenne, et ça, c'est ce qui se passe réellement. Donc là, je vais revenir sur une des toutes premières idées que je vous ai annoncées au début, c'est-à-dire que la moyenne, c'est bien, mais on dit souvent en climatologie que l'année moyenne, c'est celle qui se produit jamais. Ça, les agriculteurs le savent bien, il n'y a pas deux années qui se ressemblent. Et donc, le graphique, juste avant, il donnait en gros la tendance. L'été pas pareil que l'hiver, donc ça, c'est assez trivial. Et ici, vous avez l'intensité de la sécheresse observée de 1954 à 2017. Les années sont en ligne et les mois sont en colonne. Plus c'est bleu, plus c'est humide, plus c'est jaune, orange et rouge, plus c'est sec. Alors, les plus anciens se souviennent de 1976, forcément, et puis on peut regarder 1989-90 ou 2003. Alors, j'ai pas mis 2019, mais qui est une année qui était aussi relativement sèche dans la région, en tout cas jusqu'au mois de septembre, puisque après c'était plus vraiment sec. Voilà, donc ça nous permet de voir que, effectivement, il y a des années qui sont marquées par une sécheresse importante, et puis des années, au contraire, on n'a quasiment pas de sécheresse, comme en 2014 ou en 2007, par exemple. Donc ça nous permet de caractériser chaque année en termes de fréquence. Année sèche, année pas sèche, ou moins sèche. Alors si je résume sur la région, bon, les pluies ont eu tendance à augmenter. L'évapotranspiration depuis 1950 a eu tendance à légèrement augmenter, ce qui fait que la sécheresse, ça peut bouger. Alors ça dépend d'une station à l'autre, mais globalement il a plu un peu plus, le climat est devenu un peu plus chaud, donc il y a un peu plus de prélèvement en eau par la végétation, mais les deux finissent par à peu près s'annuler, ce qui fait qu'en termes d'évolution de la sécheresse, pour beaucoup de stations, c'est assez neutre pour l'instant. Ça c'est l'observé. Maintenant je mets les projections sur le siècle. Donc même chose, vous êtes habitué maintenant, 4.5, le scénario moyen, 8.5, le scénario pessimiste, donc il est en rouge. Donc là, il y a un seul modèle pour limiter un peu la complexité. Le modèle nous dit une diminution des précipitations, une augmentation de l'évapotranspiration, de la demande en eau par les plantes, ce qui est logique, comme il fait plus chaud, les plantes vont avoir besoin de plus d'eau pour se développer. Et donc ça se traduit par un indice de sécheresse qui s'envole dans la deuxième moitié du XXe siècle. C'est-à-dire qu'on aura des déficits de sécheresse de 400 mm, c'est-à-dire on aura chaque année ce qu'on a eu en 76, ou une année sur deux, ou 2 années sur 3, la sécheresse de 76 qui se produira dans la région. Donc ça, effectivement, pour le maïs, par exemple, ça peut poser pas mal de problèmes, indépendamment du fait de la date des floraisons ou d'ensilage dont je vous parlais tout à l'heure. Donc le futur climatique, en termes de ressources en eau pour la Bretagne, et la région en est bien consciente, c'est particulièrement problématique. Quand on fait tourner des modèles, donc là c'est des modèles qu'on a développés aussi dans le laboratoire, quand on regarde
quels sont les taux de remplissage des réserves utiles des sols, c'est-à-dire les quantités d'eau dont les plantes pourront disposer au printemps suivant. À l'heure actuelle, au mois de décembre, alors cette année on est en plein dedans, les réserves sont bien constituées, il n'y a bien plus, donc voilà. Donc on est dans une Bretagne toute bleue, c'est-à-dire qu'en gros, dans la situation actuelle, quasiment chaque année, en milieu d'hiver, les réserves sont reconstituées. Et quand on regarde à l'horizon pour un scénario intermédiaire, c'est les autres scénarios, mais peu importe, en fin de siècle, eh ben on aura la moitié de la Bretagne, notamment la moitié est, et notamment ici la région Val de Rance, où les réserves utiles, en décembre, ne seront toujours pas reconstituées. Donc elles se reconstitueront peut-être en janvier ou en février, mais on aura un retard dans la recharge des nappes et des réserves utiles des sols qui risquera de poser problème. Alors pour terminer, un petit exercice qui va nous permettre d'aborder un petit peu ce qu'on appelle les analogues en climatologie, c'est bon, on a un climat moyen qui est le climat que vous connaissez. Mais le climat moyen, encore une fois, il ne représente pas grand-chose. Donc on peut exprimer le climat en qu'est-ce qui risque de m'arriver d'une année à l'autre. La situation actuelle, donc j'ai pris la cellule, mais si c'est pris Dinard, c'est à peu près la même chose. Le climat actuel chez nous, il est décomposé en fréquences de cette façon-là. Alors le CFB, on va dire que c'est le climat de Brest. Donc chez nous, il y a à peu près un tiers des années qui sont des années bien arrosées, pas très chaudes. On va dire que c'est le climat des Brestois. On a le plus fréquemment le climat qui est CSB, on va dire que c'est le climat de chez nous. C'est un climat qui n'est pas très chaud, qui n'est pas très arrosé l'été. C'est le plus fréquent, c'est-à-dire que c'est typiquement ce qu'on a connu cet été. Alors, on a eu chaud cet été, on a eu 2 vagues de canicule, mais la moyenne des mois de juillet-août, on n'a pas battu les records. Voilà, donc le plus fréquent, dans 63% des cas, des années, c'est notre climat typique breton pépère. Et puis parfois on a des étés méditerranéens, chauds et secs, 2003 par exemple. Et puis parfois on a des étés super pluvieux et une sécheresse plutôt d'hiver. Ça n'arrive pas souvent, mais on a eu en 91-92 par exemple, peut-être que certains s'en souviennent, 2 ou 3 hivers de suite avec quasiment pas de pluie. Voilà, donc ça arrive parfois. Donc, plutôt que dire que le climat de Dinard c'est 11,3 degrés et 700 mm de pluie par an, moi j'ai plutôt tendance à la résumer de cette façon-là en disant Dinard en moyenne effectivement, c'est bon, 2 tiers des cas c'est un climat comme ça, mais on peut avoir des années méditerranéennes, on va les appeler comme ça, des années franchement finistériennes, ça arrive, une année sur 3, et puis des années qui sont un peu différentes. Donc ça c'est ce qu'on connaît maintenant. Et bien, je vais vous montrer ce que prédisent les modèles dans le futur. Je vais garder les mêmes seuils et je vais les projeter en milieu de siècle, donc dans 20 ans. Et en fin de siècle, je vais reprendre le scénario intermédiaire et le scénario pessimiste. Donc, la situation actuelle, je vous la laisse. Ça, c'est le climat tel qu'on le connaît. Voilà ce que sera dans 20 ans la fréquence des années chez nous. On aura toujours du climat breton, sa fréquence aura diminué. On aura toujours une majorité d'années telles qu'on les connaît maintenant. Mais on aura plus fréquemment, on va passer de 3 à 10% des années, on va dire, méditerranéennes, encore une fois pour simplifier. Et puis le CWB, là, le truc un peu bizarre de sécheresse d'hiver, apparemment c'est quelque chose qui va disparaître. Pour le 4.5, si je prends le 8.5, le scénario pessimiste, en milieu de siècle, il nous montre déjà une fréquence nettement plus forte des années de type méditerranéenne. Favorable à la vigne, si vous voulez. Fin de siècle. Donc on n'est plus sur des moyennes. Fin de siècle en scénario intermédiaire, on aura toujours l'année la plus fréquente, qui est l'année qui est toujours la plus fréquente à l'heure actuelle. 63%, ça n'a pas beaucoup changé du type là que j'appelle CSB, on va dire le climat de chez nous. Par contre, on aura plus d'une année sur 3 qui sera une année méditerranéenne. Mais ça, c'est le scénario intermédiaire. Le scénario pessimiste, 8.5, il nous dit qu'on n'aura plus qu'une année sur 5 comparable à ce qu'on vit actuellement, le plus fréquemment, 63%, et 4 années sur 5 qui sera une année qu'on va
classée qu'on classe comme méditerranéenne. Donc en termes de perception du climat, plutôt que de faire des moyennes, etc., ce que sera la réalité de la diversité des années et des journées des climats dans le futur, dans la fin de siècle, donc on sera un certain nombre, on ne sera plus là, mais ce que vivront nos petits-enfants, nos enfants, nos petits-enfants, dans lequel on a vécu depuis une dizaine d'années. Et donc il sera peut-être moins adapté à la culture des pommes et du cidre que peut-être ce qui a commencé à se développer ici et là. D'autres produits, peut-être le vin, peut-être autre chose. La photo ici est prise pas très loin, puisque c'est le vignoble qui se situe voilà, sur le Mont Garot, à Saint-Suyac.